Alors, allô, allô. Voilà, cette fois-ci, on va commencer. D'abord, c'est un plaisir de voir l'amphi à peu près plein, n'est-ce pas? C'est aussi un plaisir d'accueillir Antonin Charbouillot, dont je vous ai parlé. On a de la chance de l'avoir puisqu'il y a encore 2 semaines, quand je l'ai appelé, il était dans une cabane isolée en Lettonie, une cabane perdue en Lettonie. Donc voilà, entre 2 expéditions, il vient vous faire une conférence. Donc Antonin Charbouillot est photographe, il est passionné des grands espaces. Il est passionné aussi par l'écriture. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup écrire. Et d'ailleurs, cette conférence, je crois, sera donnée sous forme aussi de récits et d'histoires. Ce qui est frappant dans le parcours d'Antonin, et c'est pour ça que je voulais qu'il vienne vous parler, c'est qu'il a réussi à faire le lien entre toutes ses passions, photo, écriture, voyage et nature, et qu'il en a fait même un métier. Et je vais vous citer: « J'écoute mes rêves et mes instincts, car ils m'ont mené plus loin que tout ce que j'avais pu imaginer. » Voilà, vous qui êtes en L2, en L3, qui allez vous lancer dans la suite de vos études ou de votre avenir, ça peut être un parcours inspirant aussi, qui part des rêves et de l'instinct. Alors, sinon, très concrètement, vous êtes né en Bourgogne en 93, vous travaillez en Alaska, en Scandinavie, au Canada, si je ne me trompe pas. Vos photos sont très souvent publiées dans la presse magazine, Terre sauvage notamment, Images et Nature. Vous avez gagné plusieurs prix, le prix Concours Air France, j'en oublie, le prix de la vocation, le prix Terre sauvage. Au-delà de la photo, vous travaillez parfois aussi pour des marques et des agences, mais soucieuses du respect de l'environnement. Donc ce mais est très important. Et puis, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Et le loup continue de courir dans les forêts d'Alaska ». Voilà. Donc, on voit quand même que vous êtes encore très jeune et vous avez déjà fait tout ça. Des prix, des publications, des expéditions. Et en même temps, vous dites travailler dans la lenteur, dans le temps, dans l'humilité, pour pouvoir saisir la beauté éphémère de ce monde. Donc voilà, on a hâte de vous écouter, Antonin. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir. Je vais commencer par une petite histoire, juste pour commencer. En septembre dernier, je me trouvais juste avant les îles Aléoutiennes, les îles en fait qui vont jusqu'à la Russie. Là, vous avez l'Alaska, et je me trouvais exactement sur ce point-là, près d'un petit village qui s'appelle Cold Bay. Et en fait, j'étais là-bas pour 16 jours, en totale autonomie, avec un ami, et on était là pour photographier les ours et les observer. C'est la population d'ours bruns la plus à l'ouest du continent. Donc j'étais assez excité d'être là-bas pour pouvoir les observer. Le problème là-bas, c'est qu'on se trouve exactement entre la mer de Bering et l'océan Pacifique, ce qui fait qu'il y a tout le temps des tempêtes. Et c'est donc assez compliqué de photographier, d'être là au quotidien. Il faut savoir qu'on campe, on est en territoire d'ours. Et attendez, je m'assois un petit peu parce que je suis déjà un petit peu essoufflé. Vous me faites plus peur que les ours. Et donc il faut savoir qu'il y a énormément de tempêtes en fait. Et donc depuis une dizaine de jours, on était là à camper. On a eu plusieurs rencontres avec les ours, des fois assez proches, mais pas d'incroyables images non plus. Et un jour, on regarde la carte avec Steve et on se dit, tiens, c'est drôle, ce lagon qui est ici avec ces petites bandes de terre, ça doit être assez intéressant d'aller voir ce qui s'y passe. Et on avait un canoë gonflable. Et donc pendant plusieurs jours avec Steve, on regarde un petit peu comment on va pouvoir atteindre ces bandes de terre, sachant qu'il faut qu'on prenne en compte la marée,
qu'on prenne en compte les tempêtes qui peuvent potentiellement arriver. Et il faut savoir qu'il y a environ 10 km entre le point où on était ici et les petites bandes de terre. Ce qui paraît pas beaucoup, mais avec du courant et avec du vent, ça peut être une catastrophe. Surtout sur un canoë gonflable. Ça semble être une assez mauvaise idée. Et un jour, on s'aperçoit que le lendemain, plus de tempête, et pendant 6 jours, on va avoir un calme plat absolument incroyable. Et donc on se dit, c'est maintenant ou jamais, sinon après, le bateau va venir nous rechercher et terminer, plus de possibilité d'aller là-bas. Donc le lendemain, on est prêt, on a la marée avec nous et on commence à pagayer. On pagaye. Et on savait qu'on allait mettre à peu près 1h30. Ce qui comptait, c'était important de savoir ça parce qu'on n'avait que 6 heures devant nous. On pagaye. Et arrivé à cet endroit-là, en plein milieu, en regardant dans cette direction, j'aperçois une énorme forme qui sort de l'eau. Je prends mes jumelles, je regarde, et en fait, c'est un immense morse. Et je me dis, waouh, déjà, j'ai jamais vu de morse dans ma vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un morse, mais c'est un animal qui fait entre 1 tonne et 2 tonnes. On est toujours sur notre canoë. Et donc, on continue de pagayer dans cette direction. Et en fait, c'est vrai que quand on est à distance, tout est un peu proche et loin en même temps. Et en fait, plus on pagaye, plus on s'aperçoit qu'il y a le tas de morses. En fait, ce n'était pas juste un morse, c'est 10 morses. Et plus on pagaye, on approche. Et en fait, c'est des centaines et des centaines de morses qui sont là, empilés les uns avec les autres. Donc, pour moi qui suis photographe, c'est un petit peu une situation unique parce qu'en fait, c'est des animaux qui sont dans des endroits totalement isolés. Donc, on a une chance de fou de se retrouver dans ces conditions-là. Et on n'a pas envie de les effrayer parce que c'est quand même des gros animaux, on est sur un canoë. Et puis moi, dans ma démarche, le but, c'est de photographier ces animaux sans les déranger. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on décide d'atterrir avec le canoë ici et de photographier les morses, du coup, depuis un autre bout de terre sans qu'ils nous voient. Arrivé là, en fait, il faut savoir que tout autour de nous, il y a des volcans absolument partout. C'est en fait toutes les îles qui vont jusqu'à la Russie, c'est juste des îles qui se sont formées avec des volcans. Et donc au sol, c'est du sable noir. Et je monte la petite dune, j'arrive et devant moi, il y a des centaines, peut-être un millier de morses. Et j'ai un petit drone avec moi du coup que j'ai utilisé pour faire des photos aériennes sans les déranger en me mettant assez haut. Et là, on a fait des photos absolument uniques. Parce que j'étais assez curieux de ça, j'avais jamais trop vu, on voit rarement des photos de morses, mais je suis allé, suite à ça, voir sur National Geographic quelles étaient les photos qu'ils avaient. Et en effet, il n'y a pas de photos de ce genre-là parce que tout simplement, c'est assez compliqué déjà de trouver des colonies. Et voilà, j'épilogue pas plus. Mais à ce moment-là, donc je continue de faire des photos. Et avec Steve, on s'aperçoit qu'au sol, là où on est, il y a des traces de loups absolument de partout, avec des traces qui font la taille de ma main. Et forcément, pour moi, c'est très excitant. Donc, déjà, on avait un petit peu perdu la notion du temps. On n'avait que 6 heures, je vous rappelle. Moi, je passe mon temps à photographier les morts. S'il y a les traces de loup, on se dit... moi, je vois ces dunes de sable noir et je me dis, bon, si là, il y a un loup qui sort, j'arrête la photo. On a juste les photos les plus dingues qu'on puisse avoir. Et donc, on remonte un petit peu les traces du loup. Et d'un coup, un renard sort des dunes. Et c'est probablement un renard qui n'avait jamais vu l'homme de sa vie parce qu'il est arrivé, il a commencé à sentir un petit peu tout autour de nous, il est venu me tirer le pantalon et il est même remonté jusqu'au canoë, il est monté dans le canoë. Et du coup, j'ai photographié ce renard dans les dunes de sable noir. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a largement dépassé les 6 heures. Le renard disparaît,
On se remet dans notre canoë. La nuit allait arriver dans assez peu de temps et on savait qu'au retour, on était contre la marée. Donc, on aurait probablement 2h30 à pagayer comme des dingues. On commence à pagayer pendant une demi-heure. Et là, le vent se lève. Le vent se lève, les vagues commencent à grandir. Et nous, on est au milieu avec notre canoë gonflable. Et moi, j'avais mis mon gilet de sauvetage autour de mon sac photo. Parce que je m'étais dit, c'est des photos à pas perdre. Mais Steve, qui lui est quelqu'un d'expérimenté, qui a une 60aine d'années, il a travaillé en Alaska pendant une bonne 30aine d'années, il a 60 ans maintenant, c'est un marin chevronné. Et il me dit, là, mets ton gilet de sauvetage, ça commence à pas être cool. Et quand Steve commence à me dire ça, je me dis, là, ça commence à être périlleux. On est au milieu des vagues. Et là, vous devez vous demander, comment est-ce qu'on se retrouve dans une situation comme ça ? Et comment est-ce que c'est un métier, en fait ? Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Je vais revenir sur mon parcours et vous parler un petit peu de comment j'en suis arrivé là. Et je vous raconterai la fin de l'histoire à la fin. En fait, tout au départ, il y a exactement 10 ans, en 2014, même en 2013, waouh, ok, ça fait vraiment longtemps. J'étais en BTS Gestion et Protection de la Nature, que j'ai fait notamment avec Alexis qui est là et qui prend les vidéos. Et moi, à la base, je fais pas du tout de photos. Je me suis retrouvé en fait dans ce BTS-là parce que j'avais envie de protéger la nature et c'était le seul endroit qui me paraissait correct pour ça. Et donc, j'étais pas très bon à l'école, donc je me retrouve là-dedans. Et au milieu des élèves, il y a Alexis qui est là, qui lui est photographe animalier et qui tous les lundis matins, il arrive et montre ses photos à la classe. Il nous montre les photos de renards, il nous montre des photos de chevreuils, de choses qu'il a autour de chez lui. Et moi, je me dis, ah ouais, putain, il y a des mecs qui passent leur temps à faire ça. Ça me fascinait un peu, je me disais, Et puis il avait l'air de vachement connaître les animaux, ça avait l'air assez passionnant. Et donc, de fil en aiguille, on commence à parler avec Alexis, on devient amis au fur et à mesure. Et un jour, je dois faire un stage de 3 mois à l'étranger pour mon BTS. Et je décide pour ça d'acheter un appareil photo juste avant de partir. Et je pars à Madagascar, dans une forêt primaire, où j'étudie les grenouilles. Et pendant 3 mois, je me retrouve déjà, pour la première fois de ma vie, je me retrouve dans un endroit qui n'a pas été touché par l'homme, chose qui est quand même assez inspirante. Bon, sachant qu'il reste que 3% de la forêt d'il y a 100 ans. Tout le reste a été coupé. Mais je suis dans cet endroit-là, encore protégé. Et j'habite dans une toute petite cabane. Voilà. Et j'ai cet appareil photo. Et pendant 3 mois, en fait, je vais commencer à faire de la photo un petit peu comme ça, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire à part essayer de découvrir des nouvelles grenouilles, écrire, lire et photographier. Et c'est un petit peu comme ça que tout commence. Et quand je rentre en France, j'ai fait pas mal de photos, je commence à les montrer à ma famille, à mes amis. Et quand je vois la réaction des gens, je me dis « Ah ouais, en fait, peut-être que c'est même encore plus puissant que la science de raconter des histoires, la photographie. Peut-être qu'en fait, on peut arriver à sensibiliser les gens avec ça et potentiellement en faire son métier. » Donc, j'attaque ma 2e année de BTS. Je vais de moins en moins en cours et je fais de plus en plus de photos. Arrivé à la fin de l'année, peu m'importe si j'ai mon BTS ou pas. Et je me dis, finalement je l'ai, mais bon, peu importe. Je me dis, l'année d'après, je vais travailler pendant 8 mois dans des petits boulots, mettre assez d'argent de côté et commencer uniquement des projets qui ont du sens pour moi. En fait, c'était une stratégie sur laquelle, assez simple. Je travaille, dès que j'ai assez d'argent, je pars et je fais des projets qui ont du sens pour moi. Et donc, c'est à ce moment-là un petit peu que la passion se transforme en vocation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui hante mes nuits. Toutes les nuits, j'essaye de réfléchir à ce que je pourrais faire comme projet.
Et assez étrangement d'ailleurs, je commence à faire des rêves de répétition par rapport à un loup. Et toutes les nuits, je rêve d'un loup. Et ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est qu'à partir du moment où vous mettez des mots sur ce que vous avez envie de faire, les choses ont tendance plutôt à se réaliser. Et un jour, je me dis, je vais aller dans l'endroit le plus sauvage que je connaisse et je vais chercher les loups. Donc je cherche, et là, l'Alaska me vient. Je connais absolument personne qui n'est allé en Alaska. La seule référence que j'ai, c'est Into the Wild, que vous avez peut-être vu. Voilà, c'est à peu près tout ce que je connais de l'Alaska. Je parle pas anglais, je connais absolument rien. Et donc, pendant les 8 mois, je bosse comme un fou. Je me lève à 4 heures du matin, je fais de l'intérim. C'est des mois qui ne sont pas faciles, mais je sais qu'au bout, il y a l'Alaska. Et ça me fait tenir. Et donc, en mars 2015, je pars en Alaska et j'arrive chez un type qui s'appelle Jerry. Retenez son nom parce que c'est important. Et Jerry, c'est un pêcheur qui vit sur une île du sud-est de l'Alaska. On va mettre quand même. J'oublie les diapos. Jerry, il habite sur une toute petite île. Et en fait, il a juste une petite cabane. Et le deal avec Jerry, c'est que je l'aide à la pêche et pour couper du bois et tout le reste. Et en échange, j'ai du temps pour aller chercher les loups. Et il se trouve que dans cet endroit-là, en Alaska, dans le sud-est, il y a une population de loups hyper particulière qui s'appelle les loups côtiers. C'est une espèce de loup unique au monde qui nage entre les îles. Ils peuvent faire jusqu'à 10 km entre les îles pour changer de territoire. Et aussi, ils se nourrissent en grande partie des ressources de l'océan. Donc en fait, ils pêchent les saumons avec les ours, ils attrapent ce qu'ils peuvent sur les plages. Et donc, voilà, moi je suis là et j'essaye de chercher ces loups côtiers, qui en fait, principalement, sont dans la forêt et de temps en temps apparaissent. Et Jerry, très rapidement, me dit « Bon, écoute, moi, ça fait 10 ans que je suis là et j'en ai vu que 3. Ça m'étonnerait que t'en vois, mais lève-toi tôt et tu verras. » Et un matin, je sors de ma petite cabane, j'arrive sur le quai, et j'étais prêt à monter dans mon canoë quand je vois un animal immergé dans l'eau qui arrive dans ma direction. Il est encore assez loin, il y a une petite brume. J'observe aux jumelles et en fait, c'est un faon qui arrive dans ma direction. Il nage, il nage, il nage. Il arrive jusqu'à moi. Je ne savais même pas quoi faire. Je fais quelques photos et là, il commence à disparaître dans l'eau comme s'il voulait se cacher de quelque chose. Il n'y avait plus que son petit museau qui apparaissait. Et au même moment, j'entends un bruit en provenance de la forêt, je me retourne, et là, un incroyable loup sort des bois. J'ai juste le temps de contourner la petite cabane, arriver sur la plage, et là, on est à une vingtaine de mètres l'un de l'autre. On a les yeux dans les yeux, et pendant 2 minutes, il va me regarder comme ça, de manière hyper curieuse. On est dans des endroits qui sont hyper reculés, donc probablement que c'était aussi un loup qui n'avait pas vu l'homme encore. Il reste là, et moi je suis tout tremblant, un petit peu comme devant vous, sauf que j'ai pas d'appareil photo, et j'essaye de faire quelques photos, mais dans la précipitation, j'ai l'impression que toutes mes photos sont floues, et finalement, j'en ai une de nette, celle-ci. Et le loup repart dans les bois, tout tranquillement. Cette rencontre a été le basculement pour moi, notamment parce que, on le citait, Gaël l'a cité tout à l'heure, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, peu importe ce dont je rêve, ça me mènera toujours plus loin que tout ce que j'ai jamais pu imaginer. J'étais là que depuis 3 semaines et il y avait ce loup, mais tous les jours, il y avait les baleines qui étaient en train de souffler à l'horizon. J'ai eu des rencontres avec des orques, avec des loutres de mer. Je passais mon temps avec Jerry, on coupait du bois, on pêchait, la vie simple.
Et voilà. 3 mois après, retour en France, j'ai plus d'argent, donc je me remets à travailler. Et puis, c'est aussi ça, c'est ma stratégie, c'est je me suis dit, peu importe que ça me prenne un an, 10 ans, 20 ans, je vais continuer de faire ça, de faire uniquement des projets qui ont du sens pour moi. Et j'avais l'intime conviction qu'à un moment, peut-être ça allait marcher. Parce que j'avais aussi pas envie de me dégoûter de la photo, à faire des choses, à être obligé de prendre des photos, je sais pas, peut-être de mariage, culinaire. J'ai rien contre ces métiers-là, mais juste ça me donnait pas envie. J'avais juste envie de faire des choses qui avaient du sens pour moi. Et donc je continue à faire ça. Je repars en intérim, je me relève à 4 heures du matin tous les jours. Et voilà. Et tout continue comme ça, et je commence à penser au prochain projet. Et là, un jour que je suis en train de travailler dans un refuge de montagne, je lis un article d'un mec qui est parti en Laponie, tout seul, en solo, en plein hiver, avec ses skis et un traîneau. Et il croise des traces de lynx. Et au moment où je lis ça, je me dis, dans 6 mois, je vais partir en Laponie, avec des skis. Je ne sais pas skier. Bon, on va apprendre. Et donc, j'avais pas de matériel non plus vraiment pour le froid. Donc, ce que je décide de faire, et ça, c'est un petit peu la première fois que je fais appel à des gens, je décide de vendre mes photographies en tirage d'art et en disant, bah voilà, si vous investissez en fait derrière ces photographies, sachez que moi, en tout cas, j'utilise les fonds pour m'acheter du matériel pour partir en Laponie. Et puis, pas que pour la Laponie, mais aussi qui sera du matériel en fait qui me permettra d'aller un petit peu partout, de continuer ma vocation. Et ça marche super bien en fait, je récolte quasiment 3 000 € à l'époque. On a regardé avec Alexis tout à l'heure parce que c'est lui qui me l'a rappelé. Je fais une petite vidéo très douteuse, mais si vous avez envie de retrouver, c'est possible. C'est insupportable, mais ça a marché et donc les gens soutiennent. Je m'entraîne au ski dans le Jura tout seul et je suis assez médiocre, mais je me dis que ça suffit pour partir en Laponie parce qu'il n'y a pas trop de pentes. Et donc me voilà parti en 2016 en Laponie. Je prends un train depuis Stockholm et il y a un bus qui me dépose au milieu de nulle part. Et puis pendant 20 jours, même un peu plus, je crois 24 jours, je m'isole totalement. Avec juste ma tente, mon traîneau et puis assez à manger pour pouvoir survivre. Et en fait, j'y allais dans une démarche très particulière aussi, c'est que je m'étais dit, mais en fait, comment est-ce que tu peux créer des photographies qui te ressemblent si tu ne te connais pas toi-même ? Je m'explique, je me disais, en fait, tu n'as jamais été totalement coupé, je veux dire, à part en Alaska, mais tu n'as jamais été totalement avec toi-même tout seul. Donc peut-être que le meilleur moyen de se connaître soi-même, ce serait de totalement s'isoler pendant une bonne vingtaine de jours, d'avoir personne autour de soi, et du coup peut-être que ça révélera des choses de ton côté artistique. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et tout ne ressemble pas à la photo que je vous montre là. Là, c'est vraiment l'apothéose, mais il y a vraiment des jours où je suis en pleine tempête, j'accroche la tente d'un côté, l'autre bout de la tente me revient dans la figure et je suis là, je suis vraiment... des fois, on maudit un petit peu les éléments, il fait extrêmement froid, c'est environ moins 30, moins 38, on est dans des sacrées conditions et moi, c'est la première fois que je vis ça de ma vie. Mais ce qui est important, c'est que déjà, je me sens quand même pas hyper bien tout le temps et je me dis, déjà, je pensais être un incroyable solitaire et c'est pas totalement le cas. En fait, j'aime bien les gens aussi. Et il fallait que j'aille jusque-là pour me rendre compte que j'aimais bien aussi les personnes. Et aussi que j'avais envie de les insérer aussi dans mes projets photographiques. À la base, je faisais plutôt de la photographie animalière, mais là, je me dis, en fait, j'ai aussi envie de parler des personnes. J'ai aussi envie de parler de cette relation qu'il y a entre la nature et l'homme. Et c'est là que j'ai cette révélation-là. Et vu que je suis tout seul, il y a aussi ce truc de me dire, déjà j'écris un petit peu tous les jours, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire en réalité. Je rencontre pas tellement d'animaux. Je passe un temps vraiment incroyable, mais
il n'y a pas tellement de rencontres animales, donc je remplis mes journées voilà, avec les choses de base, mais aussi en écrivant. Et là, je me dis, en fait, la photographie tout seul, c'est bien, mais une fois qu'on ajoute une histoire, en fait, on arrive sur... Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment deux choses qui sont hyper complémentaires pour moi et sur lesquelles on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, si je vous montre la photo de loup que je vous ai montrée tout à l'heure, juste la photo de loup, vous arrivez, vous la voyez, vous vous dites « Ah, c'est cool, ouais, c'est beau, c'est un loup ». Mais une fois que je vous ai raconté l'histoire, peut-être que dans 10 ans, vous vous en souviendrez encore. Alors que probablement que si je vous racontais pas l'histoire du loup, demain, vous l'avez oublié. Et du coup... Là, j'ai un petit peu toutes ces choses qui me viennent en étant... C'est le fait d'être voilà, totalement avec moi-même qui fait que voilà, il y a des choses qui apparaissent comme ça. Je ne sais plus ce qui... Oui. Et donc, je rentre de ce périple en Laponie. Et là, je commence à me mettre sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Et donc, c'est assez nouveau pour moi. Et donc, je mets mes photographies, mes écrits. Il y a un bon engouement. Et je commence aussi pour la première fois, à avoir des publications dans des magazines, Fisheye Magazine, les Others, et puis un petit peu Combini, ce genre de médias. Et moi, c'est hyper nouveau pour moi parce qu'à la base, je fais juste de la photo comme ça et je montre mes photos à personne. Et là, pour la première fois, je commence à mettre mes photos sur les réseaux, à écrire pour des magazines. Et je suis encore très loin de vivre de ce que je fais. En fait, je gagne rien du tout. Mais il y a quand même quelque chose où je me dis « Ah tiens, ça intéresse les gens. Ces histoires sauvages intéressent les gens. » Et puis, voilà, c'est aussi le... Donc, on va continuer sur cette lancée. Le temps passe. Je continue à bosser parce que j'ai toujours pas d'argent. Et je rencontre un type qui s'appelle Lionel, qui est photographe aussi. Et en rencontrant cette personne-là, je me dis, je cherchais un coéquipier pour descendre une rivière en totale autonomie dans le Yukon sur 500 km avec un canoë. Est-ce que quelqu'un sait où est le Yukon? Personne? Ok. Ah oui. Pardon? Non, alors c'est pas aux États-Unis, c'est au Canada. Donc c'est l'État du Canada qui touche l'Alaska, qui est un État absolument hyper sauvage aussi, et qui initialement, avant que les États d'ailleurs avant que les États-Unis et le Canada prennent possession de tout ça, c'était un même territoire avec les natifs des... Enfin voilà, il y avait pas ces séparations-là. Et donc, en rencontrant Lionel, je lui propose ce truc-là. Est-ce que ça te dirait d'aller sur une rivière en totale autonomie pendant 500 km avec un canoë pour chercher les ours? Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller dans un lieu assez reculé pour pas qu'il y ait un petit peu un impact de l'homme sur l'animal et voir un petit peu quelles allaient être les rencontres. Lionel accepte. Pendant 4 mois, je prépare l'expédition et nous voilà partis en 2017. Là, c'est le premier jour, on vient d'être déposé avec l'hydravion, dans les montagnes, déposé avec l'hydravion, juste le type nous a lâchés avec le canoë sur un lac et ensuite 500 km, 100 personnes jusqu'au premier village. En fait, cette expédition, elle allait nous emmener tout en haut du Yukon, tout au nord. Et après, vu qu'on n'avait pas d'argent, on était obligé, on s'est dit qu'on allait faire du stop pour revendre le canoë en ville. C'est une autre histoire. Et donc, voilà, on a le strict nécessaire, c'est tout ça, c'est la tente, le canoë, et puis et voilà. Et notre inexpérience aussi, parce que j'ai jamais fait de canoë de ma vie. Et je le déconseille. Il faut vraiment faire du canoë avant de se mettre dans des trucs comme ça. Ne le faites pas. Et donc, très rapidement, dès les premiers jours, à chaque fois qu'on pose la tente, il y a des traces d'ours, de loups, d'orignal qui constellent le sol. Et pour la première fois vraiment, je suis entièrement en territoire d'ours. Et là, j'ai une sensation que j'avais jamais ressentie auparavant, c'est que une simple trace d'ours dans la boue change tout le paysage autour de vous. Parce que pour la première fois,
vous avez un animal qui est au-dessus de vous dans la chaîne alimentaire, qui est plus puissant, qui est plus fascinant à bien des niveaux. Et donc, on est un petit peu avec cette idée, on est avec nos idées préconçues d'occidentaux, on a peur de l'ours, on ne sait pas trop comment on va réagir. Il y a même un type, avant de monter dans l'hydravion, je me souviens, qui nous dit « Prenez une bombe à poivre en plus ». Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, une bombe à poivre. Pardon. Ouais. C'est ce qu'on utilise en fait contre l'ours et qui est hyper efficace, qui est un espèce de truc où tu appuies dessus et ça fait un nuage de fumée, de poivre et de piment, et qui permet de repousser l'ours. Et il y a un type qui nous dit « Ah, vous en avez que deux, prenez la mienne ». Donc ça nous rajoute une petite peur aussi, les gens qui nous parlent de l'ours avant. Et nous, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et une nuit, je suis en train de dormir bien tranquillement, et là, Lionel me réveille. Il me secoue, il fait « Anto, il y a un ours, il approche ». Et moi, je crois que j'ai le cœur qui va exploser. Je me réveille, je suis tout tremblant, il y a la pluie qui martèle la tente, et je suis avec ma bombe à poivre, et je me dis, bon, où est l'ours, quoi ? Je suis complètement paniqué, quoi. Et il continue dans son truc, il est là, Anto, il approche, il touche la tente. Et moi, je me dis, mais il n'y a rien qui touche la tente. Ah, je crois que c'était dans mon rêve. Du coup, il était clairement en train de rêver. Et moi, j'ai cru que j'allais... j'étais hyper énervé. J'étais hyper énervé parce que j'avais eu la peur de ma vie. Voilà, donc ça, on n'avait encore pas rencontré l'ours, qu'on était dans des états comme ça. Viennent les premières rencontres avec l'ours qui sont beaucoup plus cordiales que ce qu'on pense en général. L'ours n'est pas un animal c'est un animal surpuissant. Et chaque rencontre est unique, mais c'est pas un animal qui est là à errer dans la forêt à essayer de vous manger. Ce n'est pas le cas. C'est juste un animal tranquille qui a envie de faire ses réserves avant l'hiver et d'aller tranquille en hibernation. Donc la première rencontre, c'est cet ours-là. Lionel est à la rivière et moi je suis en train de préparer, je sais plus quoi, le feu, ou je sors de la tente et là il y a un sacré animal qui sort des bois, qui arrive dans ma direction, c'est cet ours-là. Du coup, il y a un peu ce truc-là où des fois l'ours, il est un petit peu dans ses pensées. Alors il est là, il approche, et moi, on dit souvent, il faut parler à l'ours, mais tu sais pas trop à quel moment il faut lui parler quand même. Donc moi, je me disais, bon, parce qu'il est un peu dans ses pensées, il faut pas le surprendre non plus, donc arrivé à 20-30 mètres, je me dis, bon, je vais peut-être dire un petit bonjour. Du coup, je vous jure que si vous avez l'occasion un jour de rencontrer un ours, vous dites absolument n'importe quoi. Parce que vous vous dites... moi j'étais là, « Hey bear, salut ». Tu sais pas si tu dois parler en français ou en anglais d'ailleurs. Et finalement, l'ours me voit, se met sur ses deux pattes, me toise un peu comme ça. Mais quand il fait ça, des fois on prend ça pour quelque chose d'agressif, mais en fait il prend juste le vent. Il veut sentir qui on est. Et donc, hop, il se remet sur ses quatre pattes et finalement, il décide de me contourner et de partir. Donc, plutôt cordial. Et en réalité, la plupart des rencontres que j'ai eues avec l'ours dans ma vie se sont passées de manière très cordiale. Ah oui, rebelote sur la rivière. On arrive à descendre cette rivière de 500 km. Désolé, j'épilogue un peu. Et on arrive sur... je vous passe tous les détails parce que je pourrais y passer des heures. Donc, on arrive sur cette bande de terre qui est la seule route qui mène en fait au nord du Yukon, et on décide de faire du stop avec nos gros sacs, notre canoë. Après, on n'avait pas pris, forcément, on était un petit peu crado. Ça faisait un mois qu'on était quand même sur un canoë. Et il y a une bande de Russes qui nous prennent sur un camping-car. Les mecs sont à moitié bourrés, mais on accepte. Du coup, on se fait ramener jusqu'à Dawson City. Et là, il y a un type assez sympa qui nous prend aussi au bout de 2 jours. Donc, on a fait 1600 km de stop avec un canoë qu'on a réussi à revendre en ville le même prix qu'on l'avait acheté. Ce qui fait qu'on pouvait continuer le voyage. Et là, on décide de repartir en direction de l'Alaska.
Et arrivé un petit peu avant la frontière, personne ne voulait nous prendre en stop parce qu'il y a la frontière, les Américains, ils sont un petit peu stricts avec tout ça. Donc on reste là 1 jour, 2 jours, personne ne nous prend, il commence à neiger. Et donc on fait du stop. Et un jour, il y a quelqu'un qui passe tout doucement avec son pick-up, nos regards se croisent, et c'est Jerry. Et c'est Jerry, le type qui m'a accueilli sur une île en 2015. Il ne sait pas que je suis là, il sort jamais de son île. Et là, il est en plein milieu du Yukon. Donc moi, là, je croise Jerry. Il me reconnaît alors que vraiment, j'ai l'air d'un clochard. Vraiment, j'ai une énorme barbe, j'ai la capuche comme ça parce qu'il neige. Et il me reconnaît. Et donc, il sort, on se prend dans les bras et il nous emmène en Alaska. À ce moment précis, je me suis rendu compte que je venais de vivre l'histoire d'un livre, en fait, et qu'il fallait l'écrire. On n'y est pas encore, mais hop. Et du coup, je rentre en France et là, je me dis, bon, je commence à savoir ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime photographier, ce que j'aime pas photographier. Et donc là, je me lance en tant que photographe indépendant. En fait, je commence à avoir des marques qui viennent me voir, notamment une marque de vêtements qui s'appelle Knowledge Cotton Apparel, qui est une marque de vêtements suédois et où, en tout cas, ils font des gros efforts écologiques et où c'est vraiment leur domaine. Donc, à ce moment-là, je suis encore pas trop dans un truc 100% pour sensibiliser au vivant, mais je me dis, ça me permettrait tout simplement de gagner ma vie en tant que photographe. Il me laisse l'opportunité de pouvoir faire mes photos durant mes expéditions. Ce qui fait que ça me laisse une énorme liberté. Et je travaille avec d'autres entreprises qui sont quand même investies en fait, dans l'environnement. Je commence à donner des conférences dans les écoles, comme ici. J'emmène des gens sur le terrain en stage photo dans les Alpes pour leur enseigner un petit peu, en tout cas, les aider dans leur manière de voir leur travail. Et puis aussi toutes les bases du bivouac, et puis des choses un petit peu comme ça, on est là à observer dans les Alpes. Donc je fais tout un tas de choses, et à côté de ça, je commence à écrire le livre qui sera « Et le loup continue de courir dans les forêts d'Alaska ». Hop, pardon, tac. Et ce livre, je commence à l'écrire, je me suis dit, je ne peux pas l'écrire chez moi comme ça, il faut que je m'isole pour totalement pouvoir remettre tout ça sur le papier. Donc ce que je décide de faire, c'est de m'isoler sur une île de Suède pendant à peu près 1 mois et d'écrire. Donc je fais ça pendant 1 mois et je continue après. Et ce bouquin-là, c'est un bouquin de photos et d'écriture. Et au départ, quand on fait un bouquin, honnêtement, on n'a aucune idée de si ça va intéresser les gens. Est-ce qu'on va avoir un public à l'arrivée qui va recevoir le livre ? Il y a tellement de questions, en fait, on ne connaît rien du tout. Mais j'avais une sensation, c'est que je ne devais pas éditer ce livre, mais l'auto-éditer. Donc, je me suis entouré d'une personne, en tout cas, qui est un graphiste absolument incroyable, qui s'appelle Fred Renaud, dont j'avais vu les livres. Des livres photos à chaque fois incroyables avec des beaux papiers, quelqu'un qui faisait vraiment un travail en profondeur à la fois sur le papier, en fait il accepte uniquement les projets où il trouve que ça a du sens pour lui. Et donc je propose ce projet-là à Fred, il accepte et donc je me lance dans l'auto-édition. Donc en fait, on travaille ensemble sur ce livre. Lui, il est graphiste. Et donc, il a commencé depuis le début jusqu'à l'impression du bouquin. Avant l'impression du bouquin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une campagne de pré-vente, parce qu'on n'a aucune idée de est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont acheter ce livre. Et donc, on décide de lancer cette campagne de pré-vente qui... on en parlera peut-être un peu plus si vous avez des questions, mais qui s'est passé incroyablement bien parce que Fred m'avait dit à mon avis, à la fin, on sortira pas plus de 500 livres parce que 500 déjà bouquins, photos, c'est pas mal, quoi. Et finalement, on en prévend 650. Donc, on décide d'en sortir 1000 en édition limitée. Ce qu'on fait, c'est que, en fait, j'ai décidé de le sortir en édition limitée parce que dans un monde où tout est illimité tout le temps, je trouvais ça beau qu'il y ait aussi des projets qui s'arrêtent.
Et donc, on décide d'en sortir 1000. Et dans la même année, en fait, ils sont écoulés. Voilà. Et c'est vraiment le projet qui, à la fois, j'ai travaillé 4 ans dessus et je trouvais ça beau, en fait, d'avoir un projet comme ça sur lequel on avait bossé aussi longtemps, qui avait du sens comme ça. Et c'est aussi un projet qui a fait basculer aussi toute la suite, en fait, de ma carrière. Parce qu'en fait, à partir de là, après ce livre, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que j'ai envie de créer, et j'ai repensé à cette histoire de l'ours sur la rivière, à la sensation que j'avais eue avec cette trace dans la boue, et je me suis dit, en fait, en Occident, il y a énormément d'histoires par rapport à l'ours, des histoires qui font peur, des histoires où l'ours, finalement, on connaît avec beaucoup de méconnaissances sur l'ours, et donc je me suis dit, je vais peut-être faire un bouquin où je vais aller à la rencontre des gens en Alaska pour les interviewer sur leur rencontre avec l'ours, pour rapporter des nouveaux récits et qu'on essaye de changer cette image de l'ours. Bien sûr agrémenté de photos, parce que mon job, c'est aussi d'être photographe. Et quand j'ai lancé ce projet Ursus, j'avais encore aucune idée de là où il allait me mener. Je l'ai débuté en 2021, et là, il y a eu tout un tas de choses qui se sont imbriquées les unes avec les autres parce que j'avais fait tout ça avant, parce que j'avais sorti Le Loup, parce que j'avais en fait juste démarché des personnes. Le premier, c'était un soutien de l'agence de photographes du monde qui vient me voir une fois sur une conférence dans un festival international qui s'appelle Monty-Ander. Le mec voit la conférence et vient me voir à la fin. Il me dit, écoute, si jamais tu as un projet un petit peu costaud, nous, on peut t'aider financièrement et aussi matériellement. Et donc moi, on m'avait jamais proposé ça de ma vie. Je me dis, ah ouais, c'est intéressant. Et ben, écoute, j'ai ce projet Ursus là devant moi. Donc on commence à en parler. Et donc le mec décide de mettre un petit peu d'argent dans le projet et de me soutenir aussi matériellement. Il me prête un appareil photo, il me prête un peu de matos. Et donc là, on commence à arriver j'arrive à toucher du doigt le fait d'être sur un projet qui a totalement du sens. Je travaille plus du tout avec les marques et voilà, d'être financé à ce niveau-là. L'année d'après, je postule au prix de la vocation. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme, mais je vous en parle quand même parce que ça peut vous concerner. Le prix de la vocation, il est décerné depuis les années 60 à une vingtaine de jeunes par an. Voilà, tout métier confondu. Les deux choses à savoir, c'est qu'il faut avoir une vocation et avoir éprouvé des difficultés, en tout cas à des moments du parcours. Donc il y a une vingtaine de jeunes qui sont sélectionnés chaque année sur quasiment 2000 dossiers. Mais à la fin, ils vous soutiennent financièrement. Il y a énormément de choses. Et par chance, ou en tout cas, je pense que le fait d'avoir fait un livre avait beaucoup aidé, mais j'obtiens l'un des prix de la vocation. Donc je me retrouve au théâtre Marigny. Je reviens d'Alaska. Je suis au théâtre Marigny, juste à côté d'un mec qui soigne qui est en train de bosser sur le cancer de l'utérus. À côté, il y a un mec qui bosse à la NASA. Et moi, je raconte des histoires d'ours. Et je suis là, les mecs sont sapés comme s'ils allaient recevoir le ballon d'or. Et du coup, c'est super drôle d'être là. Mais du coup, ce prix vient soutenir encore ce projet Ursus. La même année, je postule aussi à la Bourse des Possibles, qui est une bourse en fait qui soutient les projets un petit peu d'aventure, de nature, qui est décernée 3 fois par an, que j'obtiens aussi. Et enfin voilà, je vais peut-être un petit peu passer. Et l'année dernière, la bourse Ciris du magazine Terre Sauvage, qui est décernée à 2 personnes par an pour les moins de 30 ans. Et qui me permet en fait de continuer mon travail en Alaska. Tout ça n'aurait jamais été possible si j'avais pas autant travaillé sur ce livre du loup qui a fait basculer un petit peu tout ça, et si j'avais pas pris mon temps. Et c'est un futur livre qui va sortir probablement l'année prochaine. Et puis conférences, expositions, peut-être film. Voilà, je pense que j'ai largement dépassé l'heure, alors je me dépêche un peu. Et voilà comment on se retrouve sur un canoë entouré de morses. Pour terminer cette petite histoire, et après j'arrête,
Donc, l'histoire que je vous ai racontée au tout début, elle était là dans le cadre du projet Ursus, parce qu'on était là-bas du coup pour photographier les ours, pour agrémenter le bouquin d'histoire. Et il se trouve qu'on a réussi à revenir, je ne sais comment, mais on a réussi à revenir en pleine nuit avec les vagues et sans se retourner. Donc je remercie, je touche du bois. Et le lendemain, en fait, il nous restait un seul jour avant de reprendre le bateau. Et donc moi, dans ma tête, je me disais, bon, bah, on va plus voir d'ours. C'est dommage, c'est dommage. Et puis, je suis en train de retourner au camp, c'est la fin de journée. Steve est assez loin derrière moi. J'arrive sur une petite butte. Et là, je vois un énorme rocher blanc en dessous du camp qui n'était pas là avant. Il se trouve que c'est l'ours le plus gros que j'ai jamais vu. Je m'aperçois que c'est un ours, du coup je reviens un peu en arrière. J'appelle Steve, je lui fais « Steve, il y a un énorme ours juste en dessous du camp ». Du coup on arrive, on le regarde, l'ours se retourne. Et au moment où il se retourne, en fait, on s'aperçoit que c'est un ours qui a en fait, il est tout noir sur un côté de la face. Comme s'il avait du sang ou s'il s'était battu. Et il était tout arraché sur le côté. Donc, en fait, on s'aperçoit que c'est un ours qui est très territorial. C'est des ours qui viennent un petit peu au contact. Donc là, on voit ça. Et là, il nous fait vraiment sentir qu'il est chez lui. Tous les ours qu'on avait rencontrés avant, hop, ils nous voyaient de loin, nous contournent un peu, s'enfuient. Mais lui, il est là. Il s'assoit, nous regarde. Et il attend. Et nous, on attend aussi de savoir un petit peu quelle décision il va prendre, parce que on est avec notre bombe à poivre. La nuit commence à tomber tranquillement. Et d'un coup, il se décide, il commence à se lever, à nous contourner un peu, ce qui n'est pas très bon signe, parce que les ours, en fait, ça arrive très très peu, mais les ours qui font de la prédation sur un animal ou sur l'homme, ce qui est très très rare, mais ça peut arriver, commencent à contourner justement leur proie. Donc on le voit commencer à contourner et finalement il décide d'abandonner et de partir tranquillement. Donc nous on est tout contents, je fais des photos et on s'endort avec cette vision de cet ours qui continue à partir tout en nous regardant et la nuit tombe et moi je vérifie mon fil électrique autour de la tente. Voilà. Merci. Et désolé, j'ai peut-être un peu épilogué sur les... Ouais, vous pouvez me poser les questions que vous voulez. On voulait voir la photo de l'ours, du dernier ours, il n'y a pas ? Ah ouais, peut-être après. Alors, en attendant qu'on ait la photo de l'ours, il y a des questions. Oui, tu veux faire tourner ? Ah ouais, alors attends, je me suis trompée de micro. Ceux qui sont intéressés, je vous l'envoie par DM Insta. Du coup, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est sur votre prochain livre. Est-ce qu'il sera aussi en illimité ou cette fois-ci, vous allez le renouveler quand il n'y en aura plus ? C'est une bonne question parce que c'est vrai que sur le premier, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit « Ah, mais moi, j'ai pas réussi à l'acheter, je suis déçu. » Et j'étais un petit peu... Enfin, c'est vrai que ça donne envie de faire, d'en vendre plus. C'est une très bonne question et j'ai honnêtement pas encore la réponse et je sais pas encore si on va l'éditer celui-là ou s'il sera auto-édité. C'est tellement 2 manières de procéder en fait parce que il faut savoir que l'auto-édition, il faut gérer absolument tout de A à Z, ce qui est un boulot titanesque. Ça veut dire que les 1000 bouquins, je les ai envoyés de chez moi. On était avec des copains, on les a emballés. Enfin, on a fait tout ça bien, mais c'était pendant les 650 qui avaient été prévendus. Même, je crois qu'ils sont partis en retard. J'ai envoyé des lettres à tout le monde pour dire qu'ils allaient arriver en retard. Mais
c'est un travail titanesque, mais en même temps, c'est bien parce qu'on se rend compte aussi des gens qui sont derrière et qui commandent. Donc moi, j'aime bien ce côté-là. J'aime bien un peu le côté artisanal. Donc on va voir. Actuellement, je suis en train de discuter avec une maison d'édition, mais sur un autre projet de livre qui est un projet uniquement d'écriture. Donc on verra. Ouais. Merci. Et du coup, la deuxième question, c'était par rapport à toutes vos expéditions que vous avez faites. Est-ce que vous aviez une assurance derrière ou vous partiez vraiment comme ça sans... Enfin, s'il y avait un problème, est-ce que vous aviez une certaine assurance derrière? C'est une super question. En fait, à l'époque, je crois que j'avais même pas assez d'argent pour me prendre une assurance. Honnêtement, je revenais de voyage, j'avais 50 balles sur mon compte et je retournais bosser. Du coup, je crois que je savais même pas que ça existait. Honnêtement, il y a vraiment... Et il y a quelques années de ça, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que tu es assuré? Je me suis dit, non. Et depuis, j'ai une assurance. Mais je l'ai jamais utilisée et j'espère pas l'utiliser un jour. Par contre, ce que j'ai toujours eu avec moi, c'est pas une assurance, mais j'ai une petite balise qui permet d'appeler les secours si jamais il se passe quelque chose. Est-ce que ça marche? J'en sais rien, mais j'espère. Et avec ça, j'ai appris qu'il y avait une assurance qui permettait en tout cas de couvrir les frais de vol, etc. Ce qui permet de ne pas être endetté à vie et c'est sympa. Et voilà. Du coup, depuis, j'ai une assurance. Merci. De rien. Bonjour ou bonsoir. Tout à l'heure vous parliez du rapport à la solitude et le fait que finalement vous avez découvert que vous avez besoin de ce rapport humain. Moi j'ai une question, mais en s'isolant comme ça souvent, même si vous êtes plus ou moins accompagné, comment on arrive à rompre un peu le lien avec pas la société, mais je veux dire la sociabilisation, le rapport avec l'autre. Comment on arrive vraiment à reculer de tout ça en fait, de la société, quoi. Ok. Ouais, moi j'ai cru au début que la question allait être comment est-ce qu'on retourne dans la société? Parce que c'est un peu la question que je me pose. Des fois, je suis tout seul, je suis là. Ah, on est pas mal. Okay. Et ça va être dur de rentrer. Et c'est vrai. Mais la première fois, c'est assez compliqué. Moi, je me souviens aussi de la différence entre après les 3 mois que j'ai passé en Alaska tout au début à la recherche du loup. Je me souviens que je suis rentré, j'avais une soirée avec des amis et j'étais là avec mon verre et vraiment, je savais pas ce que je faisais là. C'était hyper dur et c'est pas du tout ça la question, pardon. Non, mais pourquoi pas, non, c'est intéressant. Mais comment est-ce qu'on fait? Moi je dirais qu'à la base j'avais besoin de ça, alors je me posais pas trop la question. En fait c'est pas difficile pour moi de m'isoler et justement ça a fait naître, comme en Laponie par exemple, ça a été un moment qui a été hyper dur parce que vraiment, j'ai souffert de la solitude et c'est quelque chose qui me fait plus du tout souffrir. Alors, je pense que j'ai peut-être réglé des questions justement en étant tout seul. Parce qu'en étant tout seul, ça vous force à être tout seul avec votre tête. Et du coup, je sais pas comment vous êtes, mais c'est un peu chelou des fois. Hein. Donc, je sais pas. Ouais, je trouve que en tout cas, c'est devenu facile pour moi de m'isoler vraiment. Et je suis content de le faire et je suis content de rentrer. Je suis très content de revoir les gens que j'aime bien, d'être là aujourd'hui. C'était dur à la base et maintenant c'est facile, ce contraste. Ok, et juste une toute dernière. Oui. Est-ce que, ça va paraître un peu cliché ce que je dis, mais vu que vous disiez que par exemple, en parlant de cette soirée, vous demandiez ce que vous faisiez là, est-ce qu'on n'en vient pas à préférer les animaux aux hommes? C'est une question peut-être cliché et très extrême, mais... Voilà. Non, mais moi je crois que j'aime bien les deux. Mais... Ok. Et puis c'est vrai que je vous ai pas dit, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de profondément optimiste. Et puis même si forcément on est quand même une espèce, en tout cas, on est dans une société très dominatrice de l'environnement et ça me peine beaucoup et on saccage absolument tout. Mais moi je reste optimiste sur notre je pense qu'il se passe énormément de choses et je suis plutôt optimiste là-dessus et c'est pas du tout la question. Pardon, j'ai perdu la question. Ah oui, est-ce qu'on préfère les animaux? Ouais, non, j'aime bien les deux. Et comme je disais, malheureusement, je peux pas parler avec l'ours. Il répond pas. Du coup, ouais, je suis content de pouvoir revenir et de parler aux gens, quoi. Bonjour. C'est une question parce que pour faire ce genre d'aventure, ce qui est très très bien, il faut de l'argent, comme vous l'avez dit. Vous avez travaillé, je veux dire, vous avez travaillé.
Et j'ai pas compris, vous avez dû travailler combien de temps pour pouvoir faire tous ces voyages et même le fait de se lancer dans l'édition, ça demande quand même de l'argent et donc voilà. Eh bien, oui. Alors ouais, ça demande de l'argent, mais en fait, pas tant que ça si on se débrouille un peu par soi-même. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps sous tente, finalement. Et sinon, je vis chez les gens, mais gratuitement. J'ai jamais pris un hôtel ou quelque chose comme ça, parce que de toute façon, j'ai pas les moyens de ça. Et puis, ça me force aussi à aller vers les gens. Et puis sinon, je dors sous tente et c'est OK, ça me coûte rien. Après, combien de temps j'ai travaillé? Waouh, c'est difficile à dire parce que quand j'étais étudiant, je travaillais déjà, j'avais mis un petit peu d'argent de côté. Après, j'ai envie de dire, ça ne coûte pas si cher tant qu'on est un petit peu à la route comme ça, quoi. C'est vrai que si on commence à vouloir se loger et à vouloir, là, ça coûte un petit peu plus cher. Concernant l'édition, enfin l'auto-édition, ce que j'ai fait, c'est que ma technique, c'était de faire des préventes avant que le projet sorte. Donc, bon, j'avais déjà terminé le projet, mais je me suis dit, s'il n'y a personne qui le commande, on ne le sort pas et on ne perd pas d'argent, quoi. Et le fait que les gens préachètent avant permettait en fait pour moi de ne pas sortir d'argent du tout. Et je crois que c'était environ 300 bouquins qu'il fallait sortir c'était 300 bouquins qu'il fallait sortir pour rembourser les coûts totaux. Et du coup, vu qu'on en a prévendu 600 et quelques, voilà, ça permettait de largement le faire. Ce que je vous ai pas dit aussi avec ce projet, mais c'est que j'ai donné tous mes bénéfices à une asso de protection de la nature. Et c'était prévu de base. Ça faisait partie du projet. Je me suis dit, j'ai tellement reçu par rapport à la nature que j'ai rien envie de. Enfin, c'était un moment où je gagnais assez bien ma vie avec la photographie à côté, et je me suis dit, ce projet, c'est un projet pour la nature et faut qu'il y revienne. Donc j'ai laissé mes bénéfices à une asso qui s'appelle l'Aspace et qui rachète des terrains en France et qui interdit la chasse et la coupe forestière dessus. Voilà. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous avez peur de la mort ou alors c'est quelque chose qui vous excite un peu, qui vous motive, entre guillemets. Est-ce que vous êtes déjà empêché de faire quelque chose par peur de mourir? Est-ce que je me suis... Non, par contre, ce que je fais, c'est que, parce qu'au début, on est un peu jeune, je sais que par exemple, sur le périple en canoë, j'en ai pas assez parlé, mais en fait, on s'est réellement mis en danger. On a descendu une rivière, j'avais jamais fait de canoë, c'était une rivière de classe 3, des fois le lit sortait de la rivière et on était dans les forêts, c'était complètement, et on a pris pas mal de risques à ce niveau-là. Je dirais juste qu'au début j'étais un petit peu jeune et je me posais pas trop la question, je me disais juste allons-y, et après je me rendais compte que c'était un petit peu dangereux. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai un projet, je me dis quels sont les risques, quelles sont les solutions. Par exemple, l'ours, typiquement, qui peut être un risque, qui est pas, mais vu que j'y suis beaucoup en territoire d'ours, je suis amené à les voir assez souvent. Donc ce que je fais, c'est que je me dis bon, comment est-ce qu'on fait pour pallier à cette potentielle mort? Et du coup, on se dit bon il faut connaître un petit peu les interactions à avoir avec l'ours pour pas se mettre en danger. Avoir une bombe à poivre avec nous, ce qui est hyper essentiel. Et ce que je fais aussi maintenant, ce que je faisais pas avant, c'est que j'ai un petit fil électrique autour de ma tente, ce qui permet de pas être réveillé comme je l'étais avec Lionel, et qui permet de dormir absolument tranquille. Parce qu'en fait, voilà. Et ce qui permet de les éduquer aussi, parce qu'en fait, les ours ont une mémoire incroyable, et il suffit qu'ils prennent un coup de jus à côté d'une tente pour qu'ils se disent « je ne reviendrai plus vers une tente ». Et du coup, on sauve à la fois notre peau et la peau du mec d'après qui sera avec sa tente sans fil électrique. Du coup, voilà, chaque voyage, je me dis quel est le risque? Je sais pas, l'ours, hypothermie, je ne sais quoi. Eh ben, il faut que je trouve une solution en face. Puis après, j'essaye de pas prendre des risques démesurés non plus. C'est juste qu'en étant sur le terrain, oui, j'ai un peu plus de risques peut-être que d'être ici. Mais en même temps, c'est c'est juste raconter ces histoires-là, être sur le terrain, observer ces animaux et prendre le temps là-bas. Être avec les gens, être avec les ours. Je dédie totalement ma vie à ça. Et si un jour ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter. Bonsoir.
Moi, j'ai une question, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez continuer à travailler dans des territoires froids, sans les guillemets, ou vous pensez aussi d'aller vers des territoires, de pays un peu plus chauds et découvrir des espèces animaux différents? Eh ben, c'est une bonne question. En fait, là, je pense que j'ai commencé un projet vraiment en profondeur sur l'Alaska. J'ai l'impression qu'après quasiment 2 ans et demi de terrain là-bas, tout cumulé, j'ai l'impression d'avoir vu seulement 1%. Et j'aime bien revenir, que les relations avec les gens, justement, puissent grandir. Donc j'aime bien revenir au même endroit et peut-être que je resterai en Alaska toute ma vie. Je sais pas. En fait, il y a tellement d'histoires à raconter et de gens à... je sais pas, à chaque fois que j'y vais, il y a des nouvelles personnes que je rencontre et je me dis ah waouh, il y a un sujet à creuser. Là, je travaille sur les histoires d'ours, mais peut-être que dans quelques années, on sera sur d'autres histoires. Peut-être toujours en Alaska, peut-être ailleurs, et je sais pas. C'est assez instinctif ma manière de travailler. Je sais pas si vous avez vu, ça paraît un peu le bordel, mais c'est ah tiens, quelque chose m'attire là-bas, j'y vais et on va voir ce qui se passe. Et souvent, c'est plutôt chouette. Ah si, je passe beaucoup de temps avec les gens, notamment en Alaska, là je passe beaucoup de temps avec les natifs. Et pour vous refaire un tout petit peu l'histoire, les natifs sont là-bas depuis quasiment 10 000 ans. Et ensuite, les Russes sont arrivés en Alaska. Et ensuite, ils ont revendu en fait l'Alaska aux États-Unis. Et donc, c'est un peuple qui est là depuis 10 000 ans et puis qui a été quand même assez opprimé pendant 200 ans. Mais c'est aussi le dernier peuple un petit peu qui a été trouvé, entre guillemets, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à couper totalement la culture, heureusement. Il y a encore des gens qui réapprennent la langue. Quand j'interviewe, par exemple, des personnes qui ont 90 ans, elles me parlent de leurs grands-parents, elles me parlent de choses qu'elle a appris avec ses grands-parents. Et donc, on n'a pas tout perdu de ça. Voilà, donc je passe vraiment beaucoup de temps avec les... En fait, maintenant, je dirais que je passe 60% du temps avec les gens et 40% avec les ours ou avec ce que je trouve. Ouais. Voilà. Bonsoir. Moi, j'ai une question, c'est de la pure curiosité. Je voulais savoir, parmi toutes les photos que vous avez pu prendre depuis tant d'années, est-ce qu'il y en a une en particulier que vous préférez ou que vous affectionnez plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot? Et si oui, laquelle et pourquoi? Ouais, c'est super dur comme question. Peut-être... Ouais, en fait, il y a tellement de photographies. En fait, je dirais peut-être celle du loup, parce qu'en fait, elle est hyper symbolique pour moi, je crois. Parce que l'histoire est incroyable. La photo en soi, je la trouve vraiment belle, mais c'est une photo purement naturaliste quand même. C'est pas hyper artistique. Et moi, c'est vrai que j'ai un monde plutôt onirique, j'ai l'impression plutôt dans la poésie. Et là, on a quelque chose d'assez brut, mais en même temps, l'histoire est telle et la photo est... c'est ce qui a fait basculer en fait toute ma vie. Et je crois que du coup, c'est celle-là que je garderai. Ouais, voilà. Bonsoir. Je tiens à vous remercier pour votre présence extrêmement inspirante. Vous avez été exposant au Festival européen de Montier-Anders, c'est ça? Vous avez forcément entendu parler de Olivier Larrey. Je voulais savoir, c'est un peu sensible, mais j'ai lu un reportage à ce sujet après avoir rencontré Olivier Larrey qui parlait des techniques d'appât, la photographie animalière étant un métier de l'attente, si on peut le dire, parce qu'on passe des heures, des semaines, des mois à espérer voir un animal qu'on peut ne pas voir, in fine. Et Olivier Larrey a été suspecté d'avoir entrepris des méthodes pas respectueuses des valeurs du photographe animalier. Alors, ma question, c'est quelles sont vos valeurs à vous lorsque vous photographiez les animaux? Quelle attente vous réservez-vous? Est-ce que c'est OK d'attendre des mois? Est-ce que vous pourriez faire comme Vincent Munier et partir au bout du monde et attendre 6 mois pour voir juste un loup? Oui, c'est vraiment une super question et j'ai bien entendu parler de cette affaire-là. Et oui, en tout cas, c'est ce qui nous rapprocherait, Vincent Munier et moi, c'est que c'est juste une histoire de temps. On passe énormément de temps sur le terrain, il n'y a que ça en fait qui joue. Et par rapport aux ours et aux autres animaux d'ailleurs que vous voyez, c'est vrai que malheureusement, en plus à l'heure des réseaux sociaux,
On ne sait jamais dans quelles conditions les photos ont été prises et il y a beaucoup de gens qui appâtent les animaux. Des fois, vous pouvez avoir l'occasion de voir par exemple une photo d'ours et de loup. Ça se passe à la frontière finlandaise avec des gens en fait qui appâtent justement ces animaux-là pour les prendre en photo, ce qui pose des questions éthiques et aussi vis-à-vis de la photographie et des gens qui passent du temps vraiment des mois et des mois pour un cliché à moitié flou. Mais aussi qui pose la question du dérangement animal parce qu'en fait on s'est aperçu par exemple Olivier c'est des photographies qu'il a fait en Finlande voilà juste à côté de la frontière russe et à cet endroit-là on s'est aperçu par exemple que les loups ne mangeaient plus que les carcasses de moutons que les gens laissaient pour faire des photos. Ce qui est extrêmement dérangeant parce qu'en fait, ils sont plus du tout dans leur comportement naturel. Et dans le temps, il suffit d'une pandémie demain et qui est-ce qui va nourrir les loups là-bas? Enfin, en fait, ça pose plein de questions. C'est plus, enfin, pour moi, c'est pas des. Enfin, après, je pense que tout le travail d'Olivier Larraine ne repose pas là-dessus, et heureusement. Mais c'est vrai qu'on ne partage pas du tout ce. Enfin, les photographes animaliers sont divisés un petit peu entre ces choses-là. Et le grand public ne le sait pas, en fait, si l'animal a été appâté ou non. Et ce qui fait que. Enfin, moi, je suis vraiment en colère quand je vois, par exemple, des images qui sont primées, et ça continue de se faire. Enfin, je suis capable, si aujourd'hui on me montre une photo d'ours, je suis capable exactement de savoir où elle a été prise et si la personne l'a appâtée. Parce qu'en fait, il y a des endroits qui sont connus pour ça et les gens, voilà, il y a des photographes animaliers qui y vont et du coup, ma démarche, moi, c'est vraiment celle du temps et peu importe en fait. Enfin, si je mets 10 ans à voir l'animal et s'il apparaît pas, tant pis, il y a d'autres histoires à raconter et voilà. Voilà un peu ma démarche. C'est juste pareil, pure curiosité. C'est des photos que vous vendez ou exposez sans aucune modification dessus? Oui, alors en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye un petit peu comme dans ma manière de travailler, c'est-à-dire que je passe environ 10 secondes par image maximum. Ça peut être juste un rehaussement de contraste ou une luminosité comme ça, mais j'essaye que les images soient le plus brutes possible. Et voilà. Après, ça me dérange pas du tout qu'il y ait d'autres personnes avec une démarche autre, mais c'est vrai que je me dis qu'elle soit le plus brute possible. Et concernant les photographies, ce que je fais, c'est que moi j'ai une démarche un peu particulière, c'est que chaque année, pendant une semaine, j'ouvre une boutique sur mon site internet où les gens peuvent acheter des photos en édition limitée. Et voilà. Et ensuite, je la ferme et je la ferme pour toute l'année. Voilà. Ce qui me permet aussi de ne pas avoir des commandes quand je suis en Alaska. Enfin, j'aime vraiment être, de la même manière que pour le bouquin, j'aime être présent quand je fais quelque chose. Je vends un bouquin, je suis là. On fait attention aux gens qui ont aussi passé du temps à commander les choses. Et, enfin, voilà. Donc, de la même manière, je suis présent pour tout ça, quoi. Voilà. Moi, c'était une question un peu plus technique. C'était avec quel appareil photo et objectif vous avez commencé? Et est-ce que Madagascar, c'était vraiment votre premier projet? Vous avez déjà fait des petits tests avant? Eh bien, c'était vraiment le premier projet. J'avais jamais voyagé avant, j'avais pas d'appareil photo avant. Et Madagascar, j'avais un Pentax K5, qui était un chouette appareil, qui est l'appareil avec lequel j'ai pris le loup d'ailleurs. C'est un appareil que j'ai vraiment trop aimé, qui, si on reste sur les trucs un peu techniques, mais qui n'avait pas d'autofocus. Donc c'est pareil, le loup, j'étais vraiment... Enfin, tout est en manuel. Enfin, il y a un autofocus, mais il est tellement misérable qu'on ne veut pas compter dessus. Et voilà. Et aujourd'hui, je travaille depuis pas mal d'années avec un Canon 5D3 que j'adore. Que j'adore vraiment. C'est vraiment l'appareil qui me correspond parce que comparé à tous les appareils photo qui sont maintenant sur le marché, pour moi, il a des imperfections que j'aime bien. En fait, il y a un espèce de petit grain. En fait, maintenant, il y a des appareils photo qui sortent et où je vois l'image et ça me crispe un peu parce que tout est trop lisse. Et moi, ça me gêne un petit peu. Et je crois que j'aime bien les imperfections de cet appareil-là, même si c'est un très très bon appareil. Et pour le reportage, un petit peu quand je suis avec les gens, j'utilise... j'ai vraiment mis tout mon argent de côté pour ça, mais j'ai acheté un Leica Q2.
qui en fait, c'est un chouette appareil parce que il est tout petit, il fait aucun bruit. Et moi, je suis assez timide déjà avec les gens, j'aime pas les prendre en photo ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est un autre rapport à la personne parce que les gens font pas attention à moi. Et donc, c'est plus facile de prendre des photos comme ça. Et ce qui est drôle, bon, si on reste un peu sur les trucs techniques, mais je fais aussi de la photo argentique. Et selon l'appareil que vous utilisez en fait avec les personnes, vous avez en fait la personne en face va réagir différemment. Si vous la photographiez avec un gros boîtier, souvent les gens vont être un petit peu, ils auront envie de se cacher, peut-être pas forcément d'être pris en photo. Avec par exemple comme le Leica, des petits appareils, les gens font pas trop attention, du coup ça va, ils sont un peu indifférents. Et quand on utilise des vieux argentiques, les gens sont assez curieux et sont souvent assez contents d'être pris en photo. Du coup, on a un rapport qui est différent selon l'appareil. Et voilà un peu comment je choisis mes appareils. Bonjour, je suis là. J'avais une question concernant vos rapports aux autres. Vous dites que quand vous partez vous isoler, vous êtes content de vous retrouver tout seul, et que quand vous rentrez, vous êtes aussi content de retrouver vos proches, etc. Et ma question, elle est toute bête, c'est par rapport à vos rapports avec vos amis, vos proches, etc. Comment vous faites? Parce que si vous partez, admettons plusieurs mois, qu'après que vous vous réisolez pour écrire, etc., vous les voyez pas pendant longtemps. Donc, comment ça se passe au niveau de vos rapports avec vos proches? Assez sereinement, je dois dire. Ce que j'essaye de faire, c'est que déjà, j'envoie des lettres, parce que ça, c'est un truc un peu... bon, c'est peut-être un peu vieille école, mais je trouve ça chouette, parce que je prends vraiment... Enfin, vu que je suis isolé, j'ai aussi du temps pour ça, d'écrire. Et donc, j'écris des lettres, et dès qu'à un moment, j'ai l'opportunité, je les poste, et c'est trop chouette, parce que les gens peuvent garder ça. Et j'ai vraiment pris du temps pour eux. En faisant ça, ils peuvent garder la lettre, et c'est chouette. Je mets même... Enfin, des fois, je mets des choses que je trouve dans la nature... Bon, pas non plus un bois d'élan, mais des petites fleurs, des petits trucs sympas. Et puis, voilà, en soi, ça se passe assez sereinement. Je me pose pas trop la question. Je crois que je suis juste présent autrement. Et c'est vrai qu'on est... En fait, finalement, notre super connectivité avec les autres, avec les téléphones, ça date pas d'il y a très longtemps. En fait, il y a 20 ans, personne utilisait... Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas... Donc, on faisait juste autrement. Je crois que je suis juste 20 ans en arrière. Mais je continue. Enfin, j'utilise les réseaux, j'utilise WhatsApp, j'utilise tout ça. Mais quand je suis connecté, voilà. Sinon, assez simplement, quoi. Et puis, les gens l'acceptent. Ouais. C'est une habitude. Ouais. J'ai une question qui ressemble un peu à celle de Mathieu tout à l'heure. Mais... en fait, au début, vous avez dit que vos motivations principales, c'était vraiment la nature et se connecter un peu avec la nature, préserver, etc. Mais est-ce que le fait d'être allé un peu plus loin dans l'aventure et d'avoir photographié des animaux ou, par exemple, comme le loup, c'était excitant, c'était quelque chose de différent, ça fait qu'aujourd'hui, vous prenez quand même le temps de photographier des choses banales de la nature et d'apprécier quand même? Ou ouais. Pas trop. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu un petit peu ce rapport-là sur le premier voyage où quand je suis rentré, tout semblait un peu morne. Enfin, pas morne, mais faut se dire que je suis quand même passé de... Je buvais mon café, il y avait des orques qui passaient devant la baraque, à je rentre chez moi, et puis voilà, les choses sont... Mais en fait, les années passant, et aussi avec le confinement, je m'en suis aperçu, mais pendant le confinement, j'ai été obligé de rester chez moi pendant assez longtemps. Et là, je me suis rendu compte de toutes les choses incroyables qu'il y avait autour de moi. J'étais juste retourné chez mes parents avec ma famille parce qu'on a une grande famille. Et je me souviens, j'ai commencé à regarder mon père il a des abeilles, il avait des chèvres, il était là dans la rue et tout. On est vraiment en pleine campagne. Et je me disais, mais ces scènes sont incroyables et je ne les ai jamais vues. Je ne les ai jamais... Enfin, ça faisait partie de mon quotidien. Et d'un coup, j'ai eu envie aussi de photographier la Bourgogne. En fait, je vis toujours en Bourgogne, dans un petit village. Pas très loin de là où j'ai grandi. Et vraiment, ça m'arrive... il y a toute une partie de l'année où, en fait, je photographie ce qu'on appelle les choses banales, mais en fait, qui sont pas si banales que ça, et je continue vraiment de m'émerveiller devant tout ça. Donc, je prends autant de plaisir à photographier une mamie qui passe dans ma rue avec une lumière incroyable qu'un ours en Alaska. Bon, peut-être plus l'ours en Alaska, mais... Merci voilà. beaucoup. C'est une belle conclusion.
Voilà, on va terminer là. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces aventures. Merci à vous. Et puis, on se retrouve demain pour certains à 11h. Merci, au revoir.